Alors, nous recevons comme chaque semaine Stéphane Juffa, analyste stratégique et rédacteur en chef de la Metula News Agency, avec qui nous allons parler de la situation dans le golfe Persique et de la saisie par l'Iran de pétroliers britanniques. Et pour commencer, Stéphane, quelle est la situation de ces navires ce lundi matin et que sait-on du sort des marins? Bonjour Johanna et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Eh bien, l'Iran a saisi deux pétroliers britanniques. Il en a relâché un très rapidement, mais il détient toujours l'autre, le Stena Bulk, dans son port de Bandar Abbas. Et puis, les Iraniens ont aussi hissé leur drapeau sur le navire qu'ils retiennent. Et ils détiennent également 23 membres d'équipage de ce bateau britannique, dont 18 indiens. Et alors, s'agit-il d'un déroutement de la part de la République islamique d'Iran? Ouais, je pense qu'on peut parler de détournement, Johanna. Des Pasdaran, les célèbres gardiens de la révolution khoméniste, ont abordé le Stena Bulk en pleine mer, dans le Golfe donc. Ils sont descendus à bord en se laissant glisser d'un filin qui pendait sous un hélicoptère et ils ont poussé le bâtiment à l'aide de plusieurs petites embarcations jusqu'au port de Bandar Abbas où il se trouve à l'heure actuelle. Alors, on a bien entendu envie de vous poser la question, pourquoi Téhéran a-t-il arraisonné ce pétrolier? J'imagine qu'il doit y avoir plusieurs niveaux de réponse, n'est-ce pas? Ouais, peut-être commençons par la version officielle iranienne. Le gouvernement iranien a besoin de justifier son acte et il prétend que le Stena Bulk serait entré en collision avec un bateau de pêche qui n'aurait pas répondu aux appels de détresse du bateau de pêche et qu'il aurait ainsi contrevenu aux conventions maritimes. Il y aurait une enquête en cours qui justifierait la saisie du pétrolier. Mais à usage interne, le gouvernement iranien présente l'arraisonnement comme une victoire militaire et prétend qu'un navire de guerre anglais protégeait le Stena Bulk et que les vaillants Pasdaran l'ont tenu en joue pendant la prise de contrôle. Et on se demande aussi dans ces conditions pourquoi les Iraniens, si c'est une enquête administrative, ont accroché leur drapeau sur leur proie. Bien évidemment, ces explications ne tiennent pas l'eau. C'est le cas de le dire pour un navire. Et justement, commençons par la version officielle iranienne. Comment le gouvernement iranien justifie-t-il son acte, Stéphane? Ouais, ben justement, comme ça, donc bateau pétrolier dans les eaux internationales qui fait un accident contre un chalutier de pêche, qui s'arrête pas, qui répond pas aux appels au secours de l'équipage. Donc les Iraniens qui auraient fait la police se saisissent du pétrolier, tirent les choses au clair et font une enquête administrative. Ça, c'est la version officielle. Et dans la réalité, pourquoi ont-ils fait cela? Parce qu'ils réagissent à l'arraisonnement au large de Gibraltar, c'était le 4 juillet, dans leur propre pétrolier, le Grace An, c'est son nom, par la marine britannique. C'est pour ça qu'ils ont saisi un pétrolier britannique. Et le Grace An bravait les sanctions américaines, donc interdiction du transport de pétrole en dehors de l'Iran, interdiction d'exportation de pétrole et de gaz, alors que le Grace An transportait du brut iranien à destination de la Syrie. Et plusieurs officiers civils perses sont retenus à Gibraltar. On voit bien la contre-mesure. Ils essayent de faire la même chose que ce que les Anglais leur ont fait au début du mois. Et est-ce qu'il y a également une logique stratégique à ces arraisonnements? C'est l'essentiel, bien sûr, Johanna. Parce que les sanctions américaines sont très efficaces. Elles étouffent la dictature des ayatollahs qui se trouve au bord du gouffre. Alors, simplement avec ces mesures économiques, le statu quo convient en fait à Donald Trump. Et si la théocratie perse ne fait rien, elle va s'effondrer sans coup ferré. C'est d'ailleurs ce qui est en cours. Il y a pénurie de tout aujourd'hui en Iran. Donc, ce qui se pose comme question, comme situation pour les Iraniens, c'est qu'il faut absolument déranger les plans de Washington pour survivre.
Alors, soit on continue, il y a deux possibilités, Johanna. Soit on continue de développer l'arme atomique, ce qui, dépassé un certain seuil, déclenchera immanquablement une attaque US et israélienne contre les dites infrastructures nucléaires iraniennes. Ça, tout le monde le sait. La deuxième et seule manière que le régime théocratique iranien a de gêner les Américains et le monde occidental, c'est de menacer justement le trafic dans le Golfe, du pétrole et du gaz principalement, qui achemine ce trafic un tiers de toute la consommation mondiale de pétrole. Et bien entendu, c'est ce qu'on voit ces derniers jours, ça fait monter le prix du brut et ça dérange très fortement l'économie mondiale, Johanna. Et revenons un peu sur l'aspect stratégique de ces actes de piraterie. Les Iraniens donnent l'impression en fait de tout faire pour déclencher une guerre avec l'Amérique et ses alliés. Qu'ont-ils à y gagner? Justement, ils veulent constituer une gêne parce que militairement, ils ne comptent pas. C'est-à-dire que toutes leurs provoques contre des bateaux américains, le fait qu'ils aient abattu un drone, ça ne dérange absolument personne. Ils n'ont pas la capacité de s'attaquer à la flotte, à l'aviation américaine, ni à l'armée israélienne. Et dans ce monde stratégique, au-delà de la diplomatie, on ne négocie qu'avec ceux qui vous dérangent. Donc ils sont obligés d'essayer de déranger les Américains et le monde occidental pour qu'on les prenne au sérieux, pour qu'on tienne compte d'eux. Et ce qu'ils veulent finalement, c'est négocier et dans les moins mauvaises positions possibles, parce que s'ils négocient pas et s'il se passe rien, eh bien, comme on l'a dit précédemment, ils vont étouffer sans guerre, sans même bousculer l'ordre du monde établi. Et pour un régime révolutionnaire islamique, chiite, c'est vraiment la dernière chose qu'ils désirent. Mais ne sont-ils pas conscients en fait du rapport de force militaire entre leur armée et celle des États-Unis? Si, assurément, mais ils n'ont rien à perdre. Ce régime sait qu'il ne peut pas soutenir une guerre face aux États-Unis, mais il laisse compte que Donald Trump préférera discuter avec les représentants du régime et tentera pas de l'écraser. Et on sait que Trump notamment n'est pas du tout favorable à la violence et aux guerres. C'est un homme d'affaires, c'est un homme qui a fait sa carrière par la négociation, par la pression également, mais sans violence. Donc c'est en gros la mise du gouvernement iranien. Ils s'attendent à ce que Trump les invite à s'asseoir et à discuter. C'est une possibilité tout à fait logique et plausible. Mais on se pose quand même la question, qu'attendent Washington et Londres pour réagir militairement? Est-ce qu'ils vont tolérer toutes ces provocations? Non, ils ne les tolèrent pas, mais ils ont tracé des lignes rouges. Donc une ligne rouge pour le trafic international, commercial dans le Golfe. On imagine bien que s'il y avait violence, par exemple, sur les marins, ou si cet arraisonnement durait trop longtemps, ou encore si d'autres bateaux étaient piratés, et s'il y avait surtout des morts ou des dégâts importants sur ces bateaux, ce serait le franchissement d'une ligne rouge. La deuxième ligne rouge, c'est l'enrichissement de l'uranium à des taux élevés, des taux militaires. C'est l'expansion ou même la reprise du projet de bombe atomique iranienne. Donc l'intelligence pour les Occidentaux, les alliés européens de l'Amérique et Israël, c'est de ne pas réagir à ces provocations. Ok, ils ont à raisonner en pétrolier vide, on l'a pas dit, mais il n'a pas de cargaison de pétrole au moment où il est à raisonner. C'est désagréable, ça influe sur le commerce mondial, mais c'est pas un casus belli. Johanna, c'est pas une raison de faire la guerre. Il faut rester dans le raisonnement stratégique, dans ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est l'annihilation du programme nucléaire iranien, c'est le désengagement des Pasdaran dans toute la région, en Syrie, en Irak, etc. C'est l'arrêt du financement du terrorisme par l'Iran. Si on obtient cela, on est content, et c'est ça qui est uniquement
qui pourrait nous faire réagir militairement. Alors on ne va pas tomber dans le panneau, on ne va pas laisser les Iraniens décider pour nous, donc l'Occident, quand et pourquoi on rentrerait en guerre. Alors la dernière question qui s'impose, Stéphane, et elle est plutôt inquiétante et naturellement prophétique. Donc face à tous ces incidents et cette situation, allons-nous vers la guerre? C'est simple, hein. Pour une fois, on a des réponses simples. Si les deux lignes sont franchies, les deux lignes rouges sont franchies, on ira vers la guerre. Les Américains, les Israéliens, les alliés occidentaux se préparent à la guerre. Il y a des troupes américaines qui sont en train d'être envoyées en Arabie Saoudite. De leur côté, les Iraniens déploient des missiles balistiques en Irak et en Syrie. Les Israéliens les détruisent chaque semaine. Hier, il y a même une opération qu'on va développer aujourd'hui. Il y a eu un raid important sur une ville frontière entre la Syrie et l'Irak, Abu Kamal. Elle a été bombardée par des missiles hier. Il y a de nombreux morts. L'Iran essaie d'approcher ces missiles balistiques de la frontière israélienne pour riposter sur Israël et l'Arabie Saoudite en cas de conflit. S'il y a une guerre, ce ne sera pas une guerre généralisée avec les images qu'on a dans la tête de la Deuxième Guerre mondiale, mais ce sera des frappes sur les installations nucléaires et stratégiques du régime, notamment les centres de missiles balistiques. C'est ce que c'est l'intérêt de l'Amérique, d'Israël et des alliés occidentaux. C'est ce que, par ses détournements, par ses provocations, l'Iran essaye d'éviter et de pousser à une confrontation plus classique et surtout plus durable, parce que ces frappes ne dureraient pas très très longtemps. Eh bien merci Stéphane d'avoir été en direct avec nous depuis la Métula.